Bienvenue sur Mama Librée, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Roinard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interviews d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Bienvenue Nadège dans le podcast Mama Librée. Bonjour Anaïs, merci. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet très passionnant, je trouve, et d'actualité. C'est le fait donc aujourd'hui, tu viens nous témoigner du fait d'être mère sans partenaire, donc mère solo, et surtout du parcours que toi, tu as emprunté de la PMA pour justement avoir cet enfant. Et voilà, donc nous raconter un peu ton chemin, ton histoire, peut-être les défis, les joies et les défis de ce cheminement. Donc, est-ce que pour commencer, voilà, peut-être que tu peux te présenter à nous avec ce que tu as à nous dire de ta personne et comment toi, tu as pris cette décision. Euh, donc voilà, je m'appelle Nadège, j'ai 43 ans et j'ai une petite fille qui est née, qui a 16 mois là, donc qui est née en juin 2022. Donc voilà, ça a été un projet qui est venu un petit peu sur le tard, on va dire. Mhm. Euh, Ce projet, alors clairement, c'était pas, comment dire, si on reprend un peu depuis le début, j'étais à peu près sûre dans ma tête que j'aurais des enfants un jour, mais c'était pas hyper précis, c'était pas hyper clair, ça a jamais été une préoccupation hyper présente jeune. Et Mhm. puis j'étais dans cette idée classique que euh, on serait en couple avec un homme et qu'on aurait un enfant qui naîtrait de notre amour, voilà, etc. Et puis, les choses ne sont pas tout à fait passées comme ça, euh, puisque j'étais beaucoup avec des personnes qui ne voulaient pas d'enfants. Mhm. Et donc, je me suis beaucoup questionnée sur, voilà, c'est ça, il m'est paru à un moment important, un vrai désir d'enfant. Je me suis beaucoup posé de questions sur le sens d'avoir un enfant. Comment on pourrait dire ça? Qu'est-ce qui était juste pour cet enfant d'envisager d'avoir un enfant seul, hein, puisque du coup, Mais je oui. n'ai pas de partenaire. Et Voilà. déjà, avant même de penser à cet enfant, peut-être le chemin que tu as dû faire aussi pour toi. Est-ce que, Oui, voilà, c'est aussi faire peut-être le deuil, en tout cas dans ton histoire, dans ce que tu dis, faire le deuil, voilà, la vie, là, mon chemin de vie fait que, a priori, il n'y a pas le ou la partenaire qui a ce même désir au même moment que moi. Et du coup, c'est déjà aussi une étape à franchir de se dire, OK, mais moi, pour autant, même si c'est pas à deux, j'ai ce désir d'enfant. ouais, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que pour toi, il y a eu des déclics ou des Il choses y a eu, ou peut-être des âges aussi où tu t'es dit, bon là, là, faut y aller. ouais, je sais pas, non, Ouais, mais oui, oui, la quarantaine approchant, ça fait partie des choses où on se dit, bon, maintenant, il faut, il, il faut y penser maintenant. Et puis, il y a eu vraiment cette réflexion de, euh, ok, je n'ai pas le partenaire, voilà, je n'ai pas la carte postale classique pour on a des enfants. Je n'ai pas envie d'avoir un enfant avec n'importe qui et donc d'avoir, je sais pas, par le biais d'une histoire d'un soir ou de juste trouver quelqu'un et voilà, j'avais pas envie de ça non plus pour mon enfant. hmm, Et donc du coup, par contre, l'idée de m'autoriser à avoir un enfant et ne pas regretter de ne pas m'être donné les moyens
d'avoir un enfant m'a amené à réfléchir à cette possibilité de passer par une PMA et d'avoir un enfant seul, donc d'être en maman solo. Et donc, toi, Euh, quand tu as fait enfin, ce choix-là, que tu cheminais là-dessus, est-ce que c'était légal en France? non, Parce que c'est pas du assez tout. récent, donc Ouais. voilà. Effectivement, maintenant c'est possible en France depuis la nouvelle loi de bioéthique en juillet 2021, donc il y a déjà bien 2 ans, où c'est ouvert aux couples de femmes et aux femmes seules. Et en même temps, ta fille n'a que 16 mois. Ouais, tout à Donc, fait. Mais en fait, moi c'est... j'étais déjà dans ce processus. D'accord. J'avais déjà fait ce processus à l'étranger, donc du coup, Ah, donc toi, tu l'as fait à l'étranger. oui, je l'ai fait à Ok. l'étranger. Mhm. J'avais déjà entrepris ces démarches et c'était déjà en cours puisque ça a été un processus un petit peu long, d'à peu près 1 an, euh, Ok. avec plusieurs, voilà, en passant par des IAD, des inséminations artificielles avec donneur et finalement une FIV. Mhm. Donc voilà, j'étais déjà dans ce processus à l'étranger et pour moi c'était beaucoup plus simple de rester dans ce processus-là, quoi. Oui, oui, parce que tu Voilà, étais déjà lancée dedans. engagé dedans. Ouais, tout à fait. Est-ce que, il y a bah voilà, des exigences auxquelles on doit répondre? Comment ça s'est passé? Enfin, tu vois, moi, ça me semble assez opaque et parfois, quand j'accompagne des femmes au cabinet qui se questionnent là-dessus, j'ai l'impression que c'est quand même, bah, faut aller les chercher, ces infos, tu vois, Ouais. bah voilà, comment je peux faire? Où est-ce qu'on se renseigne? Où est-ce qu'on a les infos? Comment on fait, en fait? Alors, en échangeant avec une copine, en lui parlant de tout ça, elle me dit, bah déjà, peut-être le point de départ, c'est tu vas chez ton gynéco et juste de faire un point avec le gynéco, toi, où t'en es physiologiquement parlant, on va dire. Est-ce que tout est OK? Est-ce que... Voilà. Et donc, je suis allée chez mon gynéco en lui disant, bah voilà, je viens faire un petit check et je suis dans ce projet-là. Mhm. On a fait la consulte et puis il me dit ben voilà, c'est très simple, vous contactez il m'a donné le nom de une ou deux cliniques. Vous faites ces démarches, vous les contactez quand il y a besoin d'examen ou de choses comme ça, vous repassez par moi, comme ça ça passera par le système français, vous serez remboursé pour les différents examens qu'il y a besoin et Ok. puis voilà. Donc, il y a Et quand même une prise en charge. Dans ton cas, à l'étranger, il y avait quand même une prise en charge. bah, disons que pour les examens, les prises de sang, les principalement les prises de sang et les échographies et les différents examens médicaux que je faisais en France, puisqu'en fait tout le Mhm. suivi médical je l'ai fait en France et j'allais faire juste les inséminations ou les FIV à l'étranger. Donc moi je l'ai fait en Espagne. Mhm. Voilà, tout le reste, même le suivi de ma grossesse après, etc., ça s'est fait en France. Donc voilà, ça passait. J'ai trouvé ça assez génial en fait qu'ils me disent il y a cette possibilité et ça a été pris en charge. Ces examens-là ont été pris en charge en France, quoi. Et D'accord. puis sortie de là, je me suis dit ah mais en fait c'est aussi simple que ça. Ça peut être aussi simple que ça. Ok, génial. Il n'y a pas à se justifier auprès de personne. Il n'y a pas à voilà, il n'y a pas à se justifier Oui, parce de que pourquoi, du comment. ouais, voilà, exactement, du pourquoi, du comment, juste on a le droit de ça et on a ouais, une espèce de soulagement en fait de ah mon projet est entendable, c'est légitime, je sais pas, c'est ok, c'est bien placé, je peux le faire et il y a un endroit où ça va être possible de faire ça, quoi. Ouais, en Et voilà. effet, c'est assez. Je comprends que ce soit soulageant et c'est Ouais, pas du tout l'idée qu'on peut en avoir de l'extérieur. En fait, ça semble assez. Quand on entend même parfois certains couples parler ouais. de la PMA et tout en France, tu dis bon, alors si en plus je me rajoute le critère que je suis solo, oh, mais c'est insurmontable le truc. Et de là, j'ai pris contact avec cette clinique et bah, c'est hyper calé, hyper clean, hyper cadré. Il y a un médecin qui accompagne, une infirmière, il y a une psychologue.
Euh, Ok. et voilà, on remplit les dossiers et limite ils vous disent bah ok, on vous attend demain. Ah oui, Non mais demain. attendez, mais en fait non, je suis pas prête. Après-demain. Ok, oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, le temps d'avancer un petit peu dans la tête avec tout ça et c'est parti quoi. Et alors, du coup, concrètement, ça veut dire que tu dois aller sur place, que c'est eux qui possèdent la banque de spermatozoïdes et l'insémination se fait sur place. Ouais, voilà, c'est D'accord. ça. Est-ce qu'il Mm. y a, donc une fois qu'on a fait état, donc tu as vu un gynécologue, tu as fait les prises de sang, on a tout ce qu'il faut pour dire que tu es en bonne santé, qu'il n'y a pas de contre-indication à une grossesse. Euh, Mhm. Est-ce que une fois sur place, il y a des choses particulières, je ne sais pas moi, des choses particulières à faire en amont? Est-ce qu'il y a des prises de médicaments? Est-ce qu'il y a, voilà, pour une insémination classique? Ouais, alors pour une insémination classique, je crois pas me souvenir. C'est fou comme on oublie vite. Après, il y a voilà, arriver à caler son cycle et enfin à donner les infos suffisantes pour son cycle. Il y a des contrôles. Du coup, là, je les faisais en France avec prise de sang et échographie Pour pour l'ovulation? voir où on en est dans le cycle, etc. Et puis ils vous disent ah bah là le taux est bon, ok, dans 2 jours vous êtes chez nous et c'est parti quoi. Ok, donc ça demande Voilà. aussi une certaine flexibilité en Oui, termes d'emploi du temps. tout à fait, ouais. Et Mm. puis même pour faire les examens, les différentes prises de sang, etc., il faut que ce soit fait de façon régulière. Donc oui, ça demande une certaine disponibilité. Est-ce que toi, tu t'étais, par exemple, même formé, tu vois, là, tu parles donc des examens médicaux, en effet, d'échographie et tout, mais est-ce que toi, personnellement, dans la connaissance de ton cycle et de ta physiologie, il y avait des choses sur lesquelles tu t'es été... Je pense à ça parce que, tu vois, il y a, par exemple, la symptothermie qui donne des bons indicateurs de quand j'ovule, où j'en suis dans mon cycle, tout ça, quoi, de connaissance du corps. Et ben, je m'étais un petit peu formée à ça euh, par ailleurs avant parce que du coup, j'utilisais pas forcément de contraception avec un partenaire. On fonctionnait plutôt avec ça. Et moi, en fait, ça m'avait accessoirement, enfin, c'est pas accessoire d'ailleurs, ce serait même la base, appris plein de choses sur le fonctionnement de mon cycle, sur le fonctionnement de mon corps, sur Mm. voilà, venir à l'écoute de ce cycle et de, de cette vie intérieure, on va dire, Ouais, c'est vrai. qui était hyper chouette. Mm. Donc voilà, après, concrètement, là, on rentre dans des données qui sont assez médicales quand on est en lien avec Ok. ces cliniques, et du coup, là, on est plutôt sur des choses assez Ouais. techniques, pratiques, pragmatiques. Ton taux d'hormones à ce moment-là, Voilà, exactement. œstrogène, progestérone, Voilà. ovulation, paf, ok. Ouais. Et ok, d'accord. Donc après, donc toi, dans ton cas, toi, tu as dû passer par la FIV. Oui. Donc il y a deux choses, soit l'insémination avec sperme de donneur, donc IAD, soit Mhm. la fécondation in vitro avec sperme de Avec donneur. donneur. Donc Ouais. la fécondation in vitro, ça veut dire qu'on prélève des ovocytes. Voilà, il y a une ponction. Donc, du coup, il y a une stimulation avant. Et on Donc va là, le il y a jour. prise d'hormones. Ouais, voilà, il y D'accord. a tout un process avant. Et pour aller faire une ponction. Et puis, on va à la clinique où ils font cette ponction. Et donc, moi, ils ont fait un premier transfert. J'ai eu 3 transferts euh, différents, hein, voilà. Et donc, j'ai eu un premier transfert suite à cette ponction. Et j'ai eu 3 tentatives, on va dire. C'est au troisième transfert que j'ai eu que ça a fonctionné, quoi. Ok, super. Et comment, pour toi, ça s'est vécu, bah, tu vois, dans ton entourage? Comment tu as annoncé cette nouvelle? Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais parlé en amont dans ta famille, auprès de tes amis? Comment tu as été soutenue dans ce projet? Euh, j'ai toujours été très accompagnée dans ce projet. Mhm. J'avoue que la première fois que quelqu'un m'en a parlé, je pense que c'est ma maman qui m'en a parlé. Ah oui, ok. C'est venu Parce d'elle, en que, fait, bah, de ou en tout l'extérieur. cas, je me rappelle qu'elle m'en a parlé
parce que voilà, c'était vraiment quelque chose de d'important et qui devenait très présent dans ma réflexion au quotidien. Mhm. Et quand voilà, j'en ai parlé assez facilement à mon entourage proche et j'ai toujours été très bien soutenue dans ce parcours. Euh, Mhm. j'ai jamais eu trop de, voilà, de réticence, de remarques particulières par rapport à tout ça. Et j'ai toujours été assez bien soutenue. Par exemple, la première IAD, j'ai fait ça toute seule comme une grande. Mais la deuxième, je suis allée avec une amie. On a passé une semaine, voilà, en Espagne sur place. Ouais, c'était chouette. Mhm. C'était chouette. Super. Et même après, tout le suivi des différentes péripéties, là, c'était. Et ben, c'est quand même un peu des montagnes russes, tout ça. Oui, émotionnellement, c'est quand même pas rien. Émotionnellement parlant, ouais. Donc, et comme il y a pas mal de stimulation aussi à partir du moment où on est dans les FIV et au moment des transferts, qui moi me mettait bien en vrac, j'avoue. Donc du coup, voilà, j'étais plutôt pas mal soutenue, mais ça n'a pas été des passages toujours très simples. Ouais, Il y a une j'imagine. C'est espèce vraiment important d'être entouré. ouais, oui, enfin, en tout cas, c'est chouette ouais, d'arriver à être entourée. Et Enfin, moi, ça donc, m'a beaucoup aidé. ouais, j'imagine. Dans ta configuration à toi, le donneur de spermatozoïdes, il est Mm. resté anonyme. Oui, parce Alors ça, que c'est un choix qu'on fait ou c'est d'office, c'est anonyme à l'étranger. alors ça dépend des pays en fait. Donc moi, je l'ai D'accord. fait en Espagne. Donc en Espagne, c'est anonyme. Ok. En Hollande, par exemple, ça peut être, on peut connaître le donneur, on peut connaître plus ou moins certaines identités. Enfin, voilà, il y a différents stades. On choisit différentes options euh, Ok. par rapport à ça. Mais voilà, en Espagne, c'est anonyme. Et Est-ce du coup, en que quand Espagne, tu parles d'options, en Espagne, il y a quoi comme option? Enfin, ça englobe en quoi? Espagne, il n'y a pas d'option. Du coup, c'est D'accord. donneur anonyme. Voilà. Et en Espagne, par exemple, pour moi, t'envoies enfin, des photos, une description, et ils cherchent un donneur avec des caractéristiques qui se rapprochent le plus possible de la maman Ah oui, ok. pour que le bébé ressemble le plus possible à sa maman. Ah, c'est Enfin, ouais, intéressant ça. l'idée, Ils c'est prennent ça, en quoi. considération ça. Ils prennent en considération ça, ouais. Sauf s'il y a une demande. Je crois que c'est possible. Genre, si je rêvais d'un bébé métis, Mhm. voilà, d'avoir un donneur black pour avoir un bébé métis. Mais sinon, Ok. dans l'idée, c'est plutôt. Ok, donc il y a cette prise en considération-là. Ouais, Et tout à donc, fait. nous, en France, donc, depuis juillet 2021, donc, avec la loi de bioéthique, c'est accessible à tous les couples. Et Et oui. la seule différence, c'est qu'il n'y ait Et pas les des... mamans solo. Et les mamans solo, très important, merci de le préciser, c'est que les donneurs ne sont plus anonymes. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'à la majorité, l'enfant peut connaître l'identité de son donneur. Donc, ça peut être considéré comme une bonne nouvelle. Et en même temps, ça, je trouve, requiert un engagement quand même qui n'est pas des moindres de la part des gens qui donnent. 18 ans plus tard, je peux me retrouver avec quelqu'un qui tape à ma porte et qui est mon enfant et je ne sais même pas. Enfin, Ouais, après, bon, enfin, ça c'est une réflexion personnelle qui a cheminé suite à ce changement de paradigme quand même. À un moment, voilà, moi, effectivement, mon enfant ne connaîtra jamais l'identité de son donneur. mhm. Euh, pour autant, intimement, je suis, comment dire, convaincue que cette personne l'a fait en conscience. Elle sait pourquoi elle a fait ce don. Elle sait que c'est pour permettre à un couple ou une femme de réaliser ce rêve d'avoir un enfant. Donc, Mhm. voilà, le donneur, c'est pas, il permet de réaliser ce souhait, d'accéder à ça, mais il a un rôle qui reste celui-là, quoi. Il n'a pas de rôle éducatif, etc. Enfin, il reste Oui, son truc, dans il est ce dans sa cadre-là, quoi. posture de donneur, quoi. C'est Dans cette pas. posture-là, voilà, exactement. Oui, Ça oui. n'implique pas de.
Oui, au niveau juridique, au niveau, Ah oui, bah, l'enfant peut pas arriver à 18 ans et lui dire, bah voilà, c'est mon père. ouais, voilà, c'est totalement différent. C'est un géniteur, mais c'est pas un parent, quoi. Et oui, Donc, ça, c'est quand même des choses, pas c'est que je vrai trouve que la distinction c'est très différent, mais c'est pas, importante. c'est très important et en même temps, Ouais, c'est tellement une barrière qui est fine, quoi. Je veux dire, de ouais, faire bien cette sûr, distinction de je suis ton bien sûr. géniteur, mais je ne suis pas ton parent. C'est quand Ouais, même pas rien, je trouve, dans la démarche. Enfin, c'est un grand pas qu'on fait là, c'est récent, tu vois, juillet ouais, 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 2021. tout à fait, tout à On fait. rentre dans ce paradigme-là. Ouais. Comment s'est passée, toi, ta grossesse? Comment tu as vécu justement bah, ces moments, une fois que ça y est, c'était parti bon, voilà, les montagnes russes, comme tu disais, de tous ces, bah, voilà, parfois cet espoir, et après, hop, un peu, ben, ah mince, Les ça n'a pas découvrir. fonctionné. Ouais. Et ben, ça a été. J'ai eu une très très belle grossesse, vraiment où j'ai rencontré des gens autour de la grossesse, de la natalité, super chouette, euh, une- avec une notion de conscience autour de la grossesse et de grossesse physiologique qui était Hmm. voilà très chouette. Donc bon, j'ai vraiment vécu une belle grossesse. Euh, Qu'est-ce qui t'a de- rapproché le plus de la physiologie, justement? alors moi, d'avoir trouvé ce, comment dire, de me remettre en lien avec cet événement ou cette capacité tout à fait physiologique Mhm. de porter, d'avoir un enfant, de porter un enfant et que on n'est pas malade en fait quand on est enceinte et plutôt on se relie à toute cette lignée toute notre lignée de femmes et toute cette lignée de femmes du monde depuis des millénaires qui ont porté des enfants et accouché et sont devenues mamans. Ça a remis beaucoup de joie et beaucoup de simplicité aussi dans cet événement, dans ce que je vivais, par Mhm. rapport à tout l'aspect médical. Et donc, quand même, dans cette PMA, c'est assez médicalisé. Et Bien donc, un sûr. peu stressant et un peu angoissant, parce qu'on a toujours l'impression, enfin, on nous présente quand même les aspects plutôt, pas négatifs, mais à risque. Donc, Bien sûr. voilà, avoir une grossesse après 40 ans, avoir une grossesse, plein de choses comme ça. Et puis, alors qu'en fait, ça s'est super bien passé et c'était très chouette. Et de se relier à tout ça était vraiment un très très beau cadeau. Hmm. Et ça m'a permis de libérer pas mal de choses. J'imagine, Euh, ouais, de guérir pas mal de choses ou ouais, de... tout à Ouais. fait. Tout à fait. Voilà. Pour toi, Et ça a été quoi les moments les plus confrontants, tu dirais? C'était plutôt en amont ou est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles pendant la grossesse? euh, alors moi, c'est vrai que j'ai quand même fait tout un travail sur moi en amont. J'ai continué un petit peu pendant la grossesse parce que ça me semblait nécessaire de me décharger un maximum de toutes ces émotions, ces ressentis pour pouvoir accueillir ce bébé le plus légèrement possible, on va dire. Hmm. Euh, donc les moments les plus durs, ouais, tout ce parcours de PMA là était quand même assez éprouvant. Oui. Euh, et moi, le moment le plus dur a été l'accouchement, où j'avais préparé plein de choses. Je pensais m'être allégée de plein de choses et voilà. Finalement, ça a été beaucoup plus long et intense que prévu, ce, Cette ce passage. naissance. Ouais. Ouais, cette naissance. Hmm. Euh, voilà. On oublie vite, c'est fou en fait. C'est qu'il y a Ouais. eu des moments un petit peu difficiles, mais voilà, le fait d'être entouré, d'avoir des, des personnes ressources Ouais. a été vraiment
facilitant. Bien sûr, ouais, Permis j'imagine. de vivre ça beaucoup plus sereinement. Comment toi t'intègres aujourd'hui ce parcours voilà de maman solo dans ta maternité avec bah, ta petite fille justement voilà quelle posture tu as comment tu à quelles petites choses même qui sont finalement des grandes choses mises bout à bout tu prêtes attention dans ton éducation dans ta façon d'être dans la communication même que tu construis avec elle. Mhm. Très bonne question. Euh, alors moi, vraiment, dès le début, on va dire, et dès le début, c'est-à-dire dans ce processus de réflexion, et puis après quand j'ai été enceinte aussi, et maintenant depuis qu'elle est née, je veux dire que je lui parle beaucoup. Mhm. Et j'ai toujours été claire, enfin voilà, je lui ai toujours parlé, je lui explique toujours que j'ai eu recours à un donneur et que du coup on est une famille faite d'une maman et de sa petite fille. Euh, Ça c'est un élément qui m'a vraiment aidé, conforté de découvrir enfin, de découvrir cette notion, de m'approprier plutôt cette notion que ben une famille c'est voilà, une maman et un enfant c'est une famille, deux mamans et leur enfant c'est une famille, deux papas c'est une famille, une maman et un papa et ses enfants c'est une famille. Et oui, Et de redéfinir la notion de famille. Qu'est-ce de qui vient? redéfinir cette notion et de voilà, de ça part d'un désir d'enfant et qu'il y a de l'amour dans cette quête là, dans ce souhait là, et que c'est ça qui est important. Et après bah, je lui explique aussi que effectivement, elle n'a pas de papa, que c'est avec un donneur, et, et voilà. Est-ce Pour que l'instant, j'ai pas trop de questions encore de eh sa oui, part. ça sera intéressant, ouais, bah, j'imagine. Est-ce que Ouais. il y a des choses, bah voilà, que tu as mises en place avec elle? Est-ce que tu vois que, bah voilà, dans votre relation, dans ses comportements, la façon dont elle a été conçue, a un impact et une incidence sur qui elle est aujourd'hui? Même si, bah, c'est encore une petite fille à 16 mois, mais Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. tu vois où je Euh, veux venir, ouais, je vois où où je tu veux veux en aller. venir. Et effectivement, moi, j'ai découvert dans tout ce travail que j'ai pu faire pour moi, euh, j'ai découvert la somatopathie. Mhm. Donc, j'ai fait un travail personnel plutôt, on va dire, avec des bases classiques, de- avec une psychothérapeute, voilà. Mais j'ai également découvert la somatopathie, qui est une spécialité de l'ostéopathie, avec une approche émotionnelle. Donc, Mhm. comment nos émotions sont présentes dans notre corps et toutes nos émotions, tout notre vécu est présent dans notre corps, ça s'imprime dans notre corps, dans nos tissus et peut venir bah, figer certaines choses. Et comment notre corps peut aussi raconter tout ça. Euh, et donc très rapidement avec elle, donc moi j'ai déjà travaillé là-dessus en étant enceinte, dans l'idée de bah, ce que je disais, hein, d'alléger au maximum, de comprendre un peu cette histoire aussi, pourquoi j'en suis arrivée à avoir un enfant toute seule, et Mhm. puis de pacifier entre guillemets tout ça. Et puis avec elle, j'ai donc utilisé la somato aussi pour ben, qu'elle ne se charge pas de choses qui ne lui appartiennent pas, vu que c'est des vraies éponges, c'est tout petit bout. Voilà, donc ça a été c'est encore un outil que je trouve vraiment précieux dans cet accompagnement. Je Mhm. m'en suis servi, par exemple, très rapidement, je l'ai amené en séance d'ostéo et somato. Bon, j'ai eu un accouchement très long qui s'est terminé en césarienne. Mhm. Et on a fait une séance, je pense, à 15 jours, puis à 3 semaines.
Et je me souviens vraiment de cette deuxième séance où, en sortant de la séance, en fin de séance, j'ai vraiment eu l'impression que son visage s'illuminait. C'est émouvant rien que d'en Mm. reparler, de repenser à ce moment-là. Comme si son visage J'imagine. s'illuminait, mais vraiment de s'alléger, et que dans notre relation, qu'il y avait vraiment quelque chose dans notre relation qui, pareil, s'allégeait, s'illuminait de c'est ok, ça va être simple, ça va être juste Mm. profite de ce Eh qui oui, est. on n'est pas Euh, obligé de rentrer dans une lutte ou un combat, ouais, ou dans un truc particulier. confrontation. Ouais, ouais, je sais pas, ou un truc où on se tient, où il y a un devoir de je sais pas quoi, Eh ou oui, un. Ouais. euh, quand tu le dis, Ça, ça fait c'était. penser vraiment à une notion d'ouverture. Ça Ouais, s'illumine, oui, mais une vraiment. ouverture en fait. Ouais, 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 vraiment, vraiment. Donc Super. voilà, je l'accompagne comme ça, entre autres. Entre autres. Ouais. Et Génial. c'est vraiment un super outil en fait avec les petits, les enfants, parce que forcément ils n'ont pas de verbalisation. Et oui, on Enfin, au passe que sens, par le corps. ils ont une verbalisation autre qui passe beaucoup par le corps, et donc du coup voilà, ça vient dénouer des choses assez extraordinaires, quoi. Hmm. Tu peux nous expliquer un peu, enfin, par une séance, comment ça se passe et voilà, c'est pratiqué souvent par les ostéopathes, c'est ça? C'est ce que tu disais? Oui, donc ostéopathes et les personnes qui font de la thérapie manuelle, méthode Poyer, Mhm. qui se spécialisent en somato. L'écoute se fait au crâne, donc du D'accord. coup la personne, le praticien, vient écouter au crâne ce que le crâne a à lui raconter. Mhm. Là où on est, la personne qui est le patient à ce moment-là. Et puis ça va être, alors c'est vraiment un toucher très très léger. Il n'y a pas de manipulation entre guillemets, et on va libérer ces tensions, soit au niveau du sacrum, soit au niveau du pied. Ça peut être même au niveau de la main en fonction de la zone qui est en tension et du niveau d'organisation qui est en tension, qui est à libérer. Donc c'est des séances très douces, et où on vient, si besoin, mettre quelques mots sur ce qui est ressenti par le Quel type de praticien. problématique ça vient, tu vois, à quel moment on peut avoir le déclic en tant que parent? Donc, en plus, bah, voilà, chez les jeunes enfants, on a des outils, mais on ne sait pas toujours qui aller voir, voilà. Ouais, Et la somato, c'est pas encore très, très connu. non, c'est vrai, Pas, en tout cas, on n'en parle pas beaucoup. on n'en Et parle pas. quelle, quelle problématique rencontrée par les parents avec leurs enfants pourrait nous faire dire, ah tiens, la somato, ça pourrait être Alors, bon, on va être un petit peu sur toutes les problématiques classiques du nouveau-né, tout ce qui va être des gros maux de, je sais pas, des gros maux de ventre, un sommeil très perturbé. Ça peut, Mhm. c'est hyper chouette. Des RGO, des reflux, Ouais. euh, des, je sais pas, des postures, par exemple, des enfants qui sont beaucoup en extension, là, qui viennent toujours s'appuyer fort sur la tête, ou qui ont toujours besoin d'avoir un mur ou quelque chose comme ça. Même des enfants qui ne peuvent pas dormir sans être dans les bras de leurs parents. Mhm. Ça peut être intéressant parce que ça peut faire appel à des notions de, voilà, d'attachement ou de séparation, justement, qui sont un petit peu difficiles. Peuvent être liées aussi à la naissance ou même pendant Ouais, la bien sûr. grossesse, des choses qui se seraient passées, ou dans l'histoire du parent aussi. Parfois, Dans l'histoire du parent, hein. on Ouais, bien consulte sûr. pour nos enfants, puis c'est nous qui nous Ouais, retrouvons sur la table. clairement, hein, je sais pas, je pense aussi, par exemple, des événements de grossesse compliqués. Pendant la grossesse, on a eu un gros choc émotionnel, il y a eu un traumatisme, je sais pas, la perte d'un parent, enfin, ou quelque autre événement. Voilà, notre enfant l'a ressenti aussi, hein, donc ça peut laisser un petit peu des traces, émotionnellement parlant aussi, pour ce tout petit bébé. Donc ça peut être intéressant de le travailler, et ça va se manifester. En fait,
c'est difficile des fois de parler des symptômes parce que d'un enfant à l'autre, Et le oui, symptôme ne sera pas forcément le même. c'est Ou sûr. un symptôme n'aura pas forcément la même origine d'un enfant à l'autre. Donc, Mm. euh, donc Ouais, ouais, ça dépend de voilà, chacun. ça dépend de chacun. Mais quand on sent, ouais, c'est quand même hyper intéressant déjà de se faire confiance. Ça, c'est un grand Ouais, apprentissage. c'est la De se base. En faire tant que confiance en tant mère, que maman, en tant que parent, de ce qu'on ressent. Si on sent qu'il y a un truc qui est pas qui va pas, c'est qu'il y a normal, quelque qui chose va qui va pas. pas, voilà, et ben c'est souvent très juste en fait quand on ressent ça. Et, euh, et la somato est un outil assez merveilleux dans ces cas-là. Là. Ce petit truc qu'on sent qui est pas tout à fait normal, mais effectivement, l'enfant ne va pas fondamentalement mal, mais il y a un truc qui est pas aussi fluide que ça pourrait. On sent qu'il est gêné, on sent que je sais pas, ça peut être, il y a plein de petits exemples qui me viennent. Il a une façon de devoir toujours avoir un doudou, toujours avoir tenir quelque chose, ou une façon de, je sais pas, se tirer une oreille. Je dis des exemples complètement qui me viennent spontanément à l'esprit, hein, qui sont pas forcément Oui, ou parfois se lécher la caractéristiques. Hein. bouche. Enfin, oui, il y a des choses, enfin, des petits Ouais, voilà, comportements. Oui, je vois ce que tu des veux petits dire. comportements exactement, des petits Mm. comportements un peu Ils peuvent être nerveux ou quelque chose nerveux ou qui, oui. quoi, voilà, ou qui lui, voilà, c'est un vrai besoin qu'il a, mais on peut peut-être aller soulager ça, apaiser ça par ce type de technique. Et tu le disais très justement, souvent c'est aussi peut-être quelque chose qu'a le parent, que porte le parent qu'il a dans son histoire. Et des fois, on l'allège pour le bébé, mais on l'allège aussi pour soi, et du coup ça fluidifie les relations, quoi. Ça Complètement. fluidifie le vécu derrière, quoi. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, à une femme que tu rencontres là, bah, aujourd'hui, une femme peut-être qui nous écoute et qui a ce désir d'enfant, qui a ce désir de devenir mère, mais qui est seule. Voilà, qu'est-ce que tu lui donnerais, bah, peut-être comme conseil, mais aussi comme mise en garde ou des choses, bah, pense à ça, ou enfin des questionnements, ou tu vois, qu'est-ce que tu, si c'était une Euh, amie à toi qui était dans cette situation, qu'est-ce que tu lui dirais? euh, des... Ah, non, je crois que juste de s'autoriser à, Hmm, à vraiment penser son projet et s'autoriser à le faire. Si, voilà, si vraiment c'est ce qui vibre en elle, de voilà, s'autoriser tout ça. ouais, la Parce que base c'est une aventure de... fantastique. Ouais, C'est- c'est légitime en fait. Ta Ouais, demande, ton voilà, c'est désir est ça. légitime. Il Ouais, a toute sa place et il a le droit place. Ouais. d'exister en fait. Quant au conseil pour le reste, non. Fais de ton mieux. Il y a plein de... De toute façon, il y a tout ce qu'on sait voilà, que ça prend une énergie incroyable, que ça demande plein de trucs. Tant qu'on le vit pas, on ne sait pas à quel point c'est vrai. Et Ouais, c'est pour vrai. autant, et pour autant, c'est une aventure assez incroyable. Ouais, ouais. Voilà, il faut se Hmm, permettre ce genre de choses. Et comme tu dis, se dire que, enfin, se sentir légitime dans ce désir et dans cette mise en œuvre. super. Merci Nadège. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et ben merci à toi de m'avoir permis de m'avoir donné la parole. Et je suis ravie de pouvoir partager cette expérience. Ça a été des moments intéressants aussi. Je rebondis d'avoir des échanges avec des personnes qui avaient vécu la même chose. Voilà, J'imagine. et c'est chouette. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt sur Mama Libré. À très bientôt, bonne journée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin. Pour encore plus de contenu, je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibré.co. À très bientôt.